très heureux d'animer. Alors, comment on va appeler ça? Ce n'est pas une conférence, parce qu'une conférence, c'est descendant, c'est à sens unique. Ce n'est pas une formation, parce qu'une formation, tout de suite, on se dit, on va travailler, il faut être concentré, tout ça. Rester concentré. C'est un atelier interactif, voilà. Donc, on va passer une petite heure ensemble, ou une grosse heure, autour de l'IA, l'intelligence artificielle. Et du coup, je vais fixer les règles de cet atelier interactif. OK? Donc, les règles, c'est vous m'interrompez quand vous voulez. Vous levez la main, il y a un micro qui passe, c'est très important. Et en fait, au-delà de moi, ce que je vais vous dire, ce qui m'intéresse, moi je suis dans le domaine de l'IA, je vais me présenter, vous inquiétez pas. Qui suis-je? Ou je suis qui? Pareil. Et du coup, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, vous, ce que vous pensez de l'IA, votre pratique, etc. Donc, on va construire cet atelier de manière interactive avec des échanges. Ça vous va ou pas? OK, donc le premier slide. Dans le premier slide, il y a le contenu de tout ce qui va se passer après. OK? On a trois photos, 3 visuels. Et en fait, là, il y a l'évolution de l'IA. Ici à droite, vous reconnaissez quoi? Ça vous inspire quoi? Qu'est-ce que vous avez compris, vous, de ça? Carte à puce, ouais. Une carte SIM, circuit imprimé. Là, vous êtes un peu trop dans le contenu du truc. Qu'est-ce que ça... Oui, c'est un circuit imprimé. Mais ça reflète quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Système neuronal. Ah, un réseau de neurones. Et il est chaud, le frérot, là-bas. C'est bien. Donc, c'est ça, c'est un réseau de neurones. Donc là, si vous voulez, ici, réseau de neurones, du coup, égale IA traditionnelle. C'est l'IA, voilà, c'est l'IA traditionnelle. Ensuite, là, qu'est-ce que ça vous inspire? Ne me dites pas, il y a des mots dans une photo. Ça vous inspire quoi? C'est les plateformes qui exploitent l'IA. Ouais, l'IA, il manque un adjectif. Génératif, l'IA générative. Donc là, l'IA dite traditionnelle, ici, IA générative, et là, chatbot, ouais. Il y a un mot qui est sorti il y a quelques semaines, quelques mois, qui va tout changer dans l'IA. C'est sur ça que je veux vous amener. Non. Les agents IA. Avez-vous entendu parler de ça? Les assistants IA, agents IA. OK. Donc, je vous ai prévu un petit sommaire. Donc, sommaire, c'est parti. Donc, d'abord, c'est quoi l'IA? On va redéfinir l'IA. Oh, c'est pas la même francophonie que d'habitude. Vous allez comprendre la signification du cas, il est important. Ensuite, l'IA générative, ou on appelle ça aussi la Gen IA, c'est quoi la diff? C'est quoi la différence? Ensuite, alors si ça vous fait rire, vous allez voir la suite. Ensuite, les familles d'IA générative. Les MIF. OK, ensuite, le prompt. Comment ça marche? Ensuite, agent IA et automatisation. C'est des mots vraiment très importants que vous allez beaucoup entendre parler. Agent IA, automatisation. Pourquoi ce qui se passe, c'est une dinguerie? C'est des mots qu'on utilise au Canada, hein? J'avais capté que tu étais Canadien. Ta femme était là. Ouais. C'est quand tu as dit Boston. Boston, lui, il est Canadien. Pourquoi ce qui se passe, c'est une dinguerie, mais on rigole, mais c'est vraiment une dinguerie. C'est vraiment, c'est ce qu'on appelle un game changer. Ça va venir. Je parle un peu anglais vite fait. Démonstration d'un IA en action avec une petite vidéo. Impact et défi. Frère, c'est chaud. Sœur, je voulais mettre sœur après, bon, je ne savais pas trop. Et pour terminer, et moi dans tout ça. Wesh. Ouais, wesh, ici, il a toute son importance. Bon, c'est un autre type de français, vous avez capté. Hein? Wesh, ça veut dire quoi? Ah, c'est bien. Wesh, c'est comment, qui peut décrire ça? C'est une sorte d'interlocution, de onomatopée pour dire waouh, c'est incroyable. C'est du langage soutenu. Ok, bon. Maintenant qu'on a posé les bases, il y a beaucoup de sérieux derrière. Non, maintenant qu'on a posé les bases du sommaire, je vais
la régie, s'il vous plaît. Je vais me présenter. J'ai mis une photo de beau gosse, c'est vrai. Et du coup, en fait, je suis qui? À qui avez-vous affaire? Je m'appelle Morad Atik. Je suis professeur de maths de formation. Vous avez capté que les cours de maths avec moi, c'est un peu différent. J'ai toujours travaillé avec les jeunes. Donc en fait, c'est simple. J'aimais les maths, j'aimais les enfants. C'est un peu bizarre de dire ça, non? J'aimais les maths, mais vraiment, j'aime profondément la jeunesse, les enfants, les ados. Là où souvent, on a des chocs intergénérationnels. Oh, les jeunes de maintenant, on ne sait plus comme avant. Moi, je crois en la jeunesse. Et j'ai mené beaucoup de projets. Donc, on a lancé une première. Merci. J'ai donné mes premiers cours de maths à 14-15 ans. J'ai grandi dans un quartier populaire. Au passage, du coup, pour cette fois, la sémantique est importante. Ce n'est pas des quartiers défavorisés, ce n'est pas des zones de non-droit, ou je ne sais pas comme on peut l'entendre un peu dans les médias. La désinformation, ça marche aussi sur ce plan-là. C'est des quartiers populaires, dans un immeuble de 16 étages. Et du coup, on venait souvent très jeune. J'ai été mis à contribution sur le partage. J'étais bon, voilà, on est une famille, nous, très studieuse, 6 enfants. Et puis, du coup, j'ai beaucoup donné des cours déjà dès 14-15 ans. Et ça m'a toujours transmis. Donc, ce qu'on a mené, vous pouvez la régie, j'ai lancé une première start-up avec mon frère. Lui, il est ingénieur en data et en IA, qui s'appelle EvoluKid. La régie, s'il vous plaît. Voilà. Donc, c'est une start-up dans la EdTech. On a mené des très beaux projets. On a été les premiers en France à faire coder des enfants. Avant, être développeur, programmateur, c'était l'affaire. Allez, on commençait après le bac en école d'ingé. Après, nous, on avait trouvé des manières méthodologiques et ludiques pour faire programmer des jeunes, de faire de la robotique. Les premières imprimantes 3D, on les a ramenées en France, réalité virtuelle. Et en fait, on avait signé avec la Maïf en 2017 et on avait un grand camion. Vous connaissez tous C'est pas sorcier? Fred et Jamy. Vous mettez Morad et Rabat à la place, dans un grand camion. Et en fait, on a fait 3 fois le Tour de France, 300 000 personnes touchées, 150 villes. Et on a ce qu'on appelle, on a fait de l'évangélisation à l'IA. Je ne sais pas si on peut dire aussi islamisation de l'IA. Ça passe pas, non? Ça passe. Et du coup, on a vraiment, si vous voulez, acculturé tous les publics à ce que c'est de la programmation, déjà dès 2016. En 2021, on publie un livre avec mon frère sur l'intelligence artificielle et on dit, attention, c'est une grosse techno, ça va induire une transition, voire une révolution, on ne s'est pas trompé. Et du coup, pour le mettre en application, cette théorie, parce qu'on est beaucoup dans des projets pratiques, on lance un programme qui s'appelle, vous avez compris maintenant, Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez capté le jeu de mots ou pas? Donc, Qu'est-ce qu'il y a? C'est un programme national, international, je vais en parler après, et de ce programme-là qui pousse les étudiants en fin de cycle, dans une dynamique croissante, principalement issue des quartiers populaires, à se dépasser et à livrer des projets d'IA. De là, on a lancé ce qu'on appelle une ESN, entreprise de services numériques, une boîte de conseil en IA pour accompagner les entreprises à adopter l'IA et accélérer dans leur développement. Et là, c'est vraiment très important. Donc, allez-y, Qu'est-ce qu'il y a consulting, voilà. Et du coup, pour faire un focus quand même sur le programme Qu'est-ce qu'il y a, dont on est principalement fiers, vous allez comprendre. Donc, on a fait, si la régie veut bien, c'est un programme qu'on a d'abord étendu sur tout le territoire. Vous voyez là, de Lens à Marseille, en passant par plein de villes paisibles d'Île-de-France, comme Grigny, Trappes, si ça vous parle. À chaque fois, on va chercher des sponsors entreprises, donc comme L'Oréal, SAP, Société Générale. Et ce qu'on fait, en fait, on leur fait faire regardez en bas, des POC, Proof of Concept, des prototypes d'IA. Et l'idée, c'était que cette techno, qui est principalement utilisée dans les entreprises, on la fasse atterrir au plus proche des habitants, qu'elle soit utilisée, applicative. Et c'est parti de quoi à la base? C'est parti d'une discussion avec beaucoup d'audace. On discute avec la Banque des Territoires. Comme son nom l'indique, c'est la banque qui finance les projets dans les territoires. Ils me disent, on s'intéresse nous aussi à l'IA et on a des projets, des appels à projets pour mettre en place l'IA dans les territoires. Et en 2 ans, ils avaient fait 3 expérimentations d'IA
D'accord? Je vous donnerai des exemples. Moi, je vais le voir, je lui dis, nous, on peut faire plus d'une vingtaine d'expérimentations en 6 mois. Je dis, vous allez faire comment? Je dis, c'est très simple. On va dans les territoires et on va se baser, on va utiliser les ressources locales, c'est-à-dire des jeunes étudiants qui ont faim, qui veulent travailler. Pourquoi? Parce qu'en général, c'est des étudiants qui me ressemblent un petit peu, donc d'origine suédoise et norvégienne. Et du coup, ils ont un intérêt à se dépasser dans les projets, parce qu'ils cherchent stage, alternance, et ils galèrent à trouver. Les territoires, ils ont besoin de se développer avec de l'IA, et du coup, on en a fait une compétition nationale, où dans chaque territoire, il y a 3 prototypes qui sont développés. Je m'explique. Une IA, un algorithme qui va prédire le nombre d'absents dans les cantines scolaires de la ville, pour réduire et puis dimensionner le nombre de repas et lutter contre le gaspillage alimentaire. Une IA qui va détecter les encombrants grâce aux caméras de la ville. Vous savez, les gens, ils sortent leur frigo, ils le laissent dans la rue, ça cause pas mal de malaise dans les collectivités. Une IA qui lutte contre le cyberharcèlement, avec un chatbot intelligent, etc. etc. Et du coup, vous pouvez passer à la suite. Donc on a développé ça partout. La première saison, c'était les jeunes de Trappes qui avaient gagné le concours national. Et tenez-vous bien, les meilleurs projets locaux, ils vont à Viva Technologies. Vous connaissez Vivatech? C'est le plus gros salon de la tech en Europe. Donc il y avait 500 personnes. Donc sur 21 projets la première saison, il y avait 7 finalistes, un par territoire. Et les 3 meilleurs projets devant un jury, ils vont jusqu'à la Silicon Valley, San Francisco, Los Angeles. Ils vont pitcher leurs projets, comme je le fais là, devant des investisseurs, des grandes boîtes, etc. Et le narratif qu'on a voulu créer, il est important, le narratif. C'est quoi l'histoire qu'on raconte? C'est de Trappes à la Silicon Valley. Et c'est une série Netflix, c'est une série que j'ai proposée à Netflix, de Trappes à la Silicon Valley, en tant que message d'espoir pour toute cette jeunesse talentueuse qui se bat en dehors du sport, du foot, du rap, etc. Voilà. Je discute pour la mettre sur Netflix. Donc voilà, on a reçu 2 awards, un à Berkeley sur les Young Innovation, je ne sais plus quoi, un truc comme ça. Et le deuxième, moi je suis francophone, moi je suis fier de ma langue. Et 2, on rigole, dans les mois à venir, vous avez peut-être déjà vu des applications d'IA qui font de la traduction en temps réel. C'est des choses qui vont vraiment se développer. Et du coup, le chauvinisme français qui fait que le français, il parle que sa langue, là, pour le coup, ça va nous servir. Du coup, vraiment, c'est des IA qui sont de plus en plus utilisées où tu pourras parler à un Chinois sans forcément apprendre le chinois. OK? Voilà. On rentre maintenant dans l'atelier. Ah oui, j'ai oublié. On a fait la une du Parisien, tout ça et tout. C'est pas important. Ah oui, j'avais rencontré Monsieur le Président, je suis désolé. J'avais oublié ça aussi. Ça, c'est pas un deepfake, hein. C'est pour de vrai. Et je vous jure, encore plus valorisant que ça, vous voyez, là c'est moi et Macron, ça, je suis plus fier de ça. Vous savez, c'est quoi ça? C'est Monsieur le Président qui écrit aux jeunes de Grigny, là, qui leur écrit en les félicitant parce qu'ils ont développé un chatbot qui lutte contre le cyberharcèlement dans tous les collèges du 91, département de l'Essonne. Ça, c'est valorisant, ça. Voilà, bon. Ok, maintenant, c'est quoi l'IA? Et du coup, là, ce qui m'intéresse, c'est vous. Qui peut me donner une définition des mots-clés de ce qu'il a compris de l'IA? Et là, madame, elle va, voilà. Algorithme. Allez, donc là-bas, on a le mot algorithme. Pouvez vous lever? C'est pour la photo, c'est pour le truc. On me dit, ouais, il faut que les gens se lèvent et tout. Qui a dit algorithme? Voilà. Donc pour vous, c'est des algorithmes. Principalement des algorithmes et des données. Ah bah voilà, c'est pas un algorithme, des données. Vous avez demandé des mots-clés. Oui, c'est très bien. Algorithme, données, d'accord. Après, c'est à moi de faire les phrases, c'est ça? Ok. Donc algorithme, données. Ok. Peut fonctionner comme ça si vous voulez. Ouais, c'est déjà pas mal. Oui? C'est des modèles mathématiques. Ah, il est chaud, il est vraiment chaud. C'est des modèles mathématiques. Oui, ça rentre aussi dans la case de oui. Moi, je vais plutôt faire une phrase. Ouais. C'est une sorte d'intelligence qui cherche à simuler celle de l'humain, qui cherche à être proche un peu plus de celle. Comment tu t'appelles? Raimi. Raimi. Et tu viens de quel pays, toi? Le Bénin. Bénin. Bravo, on peut l'applaudir. C'est vraiment une très bonne définition. Bravo. L'intelligence,
c'est du coup un algorithme, c'est un programme informatique, c'est un robot qui cherche à simuler l'intelligence humaine. C'est sans transition. Du coup, c'est un domaine de l'informatique, donc algorithme, etc., qui vise à créer des systèmes capables d'exécuter des tâches normalement réservées à l'intelligence humaine. Des exemples? Un humain, qu'est-ce qu'il fait? Qui vise à créer des systèmes ou c'est un système? Il crée des systèmes. C'est des algorithmes qui créent des systèmes pour. C'est vrai que là, il y a des nuances intéressantes. On n'est pas secrétaire général pour rien, non. On rigole, Louise. Donc, oui. Donc, des exemples. Un humain, qu'est-ce qu'il fait? Il voit. Donc, on aura de la vision assistée par ordinateur, donc les caméras avec de l'IA. Vous voyez maintenant, vous allez à l'aéroport, c'est de l'IA qui vous scanne, etc. L'IA voilà, parle, écoute, etc. On peut, voilà, donc reconnaissance d'image, traitement du langage naturel, c'est l'IA générative, etc. Ensuite, du coup, ça c'est l'IA. Des programmes informatiques capables de simuler l'intelligence humaine. Et le mot données, il est quand même important, je vais le reprendre, basé sur des données. D'ailleurs, j'ai une question. L'IA, ça existe depuis quand? Deuxième Guerre mondiale, avant la Deuxième Guerre mondiale. Avant? Ah bon? Pensez? Avant? Ah ouais? À votre avis? Qui a dit ça? Machine de Turing. Ah, bien, pas mal, exactement. Ouais, c'est ça. Donc, donnez-moi des dates. J'ai dit quand? Je sais pas. Quand? Allez. Années 40. Elle est jeune, là. Mademoiselle. Années 30, d'accord? Années 30, 40. Il y a un biais cognitif. Comme elle a basé 40, tout de suite, vous êtes dans... Ça s'appelle un biais cognitif, ça. C'est une influence. 44. 43, carrément. Ouais. Du coup, ok, bon, là, on a des sachants, voilà. Mais sinon, tout le monde intuitivement, l'IA va dire, ouais, ça existe depuis 2010, depuis les années 2000, etc. Le concept de l'IA existe depuis les années 50, avec le test de Turing. Turing, grand mathématicien, sommité, qui a sauvé des vies d'ailleurs, avec un très beau film sur Netflix qui s'appelle Imitation Game. Vraiment un super film. D'accord? Il crée la première machine, ordinateur. En fait, c'est l'IA. D'accord? Maintenant, la question, ça existe depuis les années 50. Pourquoi on n'en entend parler que depuis, 5 ans, et dans les entreprises depuis une dizaine d'années? 15 ans, après 2010, effectivement, rien. Alors, pourquoi? Oui? Sûrement parce que ce genre de choses sont d'abord réservées aux militaires et ensuite c'est la population qui peut l'utiliser. Donc souvent, vas-y, ouais. Je pense que ce genre de choses sont souvent réservées aux militaires d'abord et ensuite la population peut l'utiliser. D'accord, mais quand même, là, il y a quand même 70 ans. Tu vois? Mais en général, les technos en général, oui, mais principalement l'IA, oui. Ah, fais du sport. Allez, vas-y. C'est dans les années 2010 que l'IA a réussi à battre justement le test de Turing. Je crois que c'était même avant. Mais d'accord, mais c'est le serpent qui se mange la queue. Pourquoi? Comment elle a réussi à battre le test de Turing? Vas-y. Ok, mais si je revenais à la question originale, à savoir pourquoi est-ce qu'on en entend plus parler, ouais. Je pense que ça a toujours été omniprésent, mais maintenant, pour les marques, c'est aussi un coup de marketing, de dire que nous sommes au goût du jour, nous comprenons ce que recherchent les gens, donc voici, nous aussi, on a une intelligence artificielle. Ouais, mais... Donc, je sais pas si c'est un peu comme les voitures électriques où tout oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais ma question, elle électrique. était mal posée du coup. Ma question, c'est pourquoi c'est utilisé maintenant? Quand je dis on en entend parler, sous-entendu, c'est utilisé maintenant dans les entreprises, etc. Pourquoi? Parce que c'est une question de données. L'IA, elle est gourmande. Il lui faut des millions et des milliards de données. Est-ce que vous vous rappelez comment vous écoutiez de la musique dans les transports en les années 2000-2010 avec le MP3? Il pouvait stocker quoi? Un album. L'album de Rof, bien sûr, les années 2000. Du coup, un album maximum. Tu voulais écouter un autre album, tu as enlevé les musiques, et donc il avait une capacité, on parlait en mégas. D'accord? Vos ordinateurs, il y a juste 5 ans, ils avaient une capacité 128 gigas, 205. D'accord? En fait, on est en mesure de stocker beaucoup plus de données. Et comme l'IA se base, c'est des modèles d'entraînement, on s'entraîne sur de la donnée,
Bah, maintenant qu'on peut stocker massivement des données, data center, on peut faire de l'IA pour de vrai maintenant. Mais ça a toujours existé. C'est bon, ça vous va? Donc ça, c'était l'IA. Maintenant, l'IA générative, qu'est-ce qu'on entend par l'IA générative? Là c'est du français. Génératif, qu'est-ce qu'on entend par là? Ça génère du contenu, ça crée du contenu. Alors que, mais vraiment, c'est incroyable. C'est-à-dire que avant, il nous fallait les données existantes générées par l'homme. C'est vraiment des photos qu'on prend. L'IA générative, elle peut créer du contenu. Elle va inventer, elle va créer, générer du contenu à partir d'un vaste ensemble de données. Donc, la différence entre l'IA traditionnelle et générative, la régie, c'est dans l'IA traditionnelle, on automatise des décisions simples. On entend par là simple, voilà, voir, etc. Alors que dans l'IA générative, on automatise la création de contenu. Et donc, on recrée des nouvelles données. Ça va s'affiner un peu après. Si on prend les différentes familles d'IA générative, alors, vous pouvez me citer quoi? Qu'est-ce qu'on entend par là? Les familles d'IA générative. Il y a des IA génératives de texte, très bien, d'images, son et vidéo, à peu près. C'est plus connu. D'accord? La régie. Donc, pour le texte, vous pouvez me donner des exemples, bien entendu. Voilà, d'autres. OpenAI, c'est l'entreprise qui commercialise cette GPT. Copilot, très bien. DeepSeek, Perplexity, super. Mistral, bien sûr, français. Gemini de Google. Ouais. Claude, vous connaissez Claude? Claude. Elle rigole, hein, ça existe. Claude. Perplexity, tout ça. Donc ça, c'est vraiment voilà, les exemples textuels. Le principe, c'est quoi? Bah, on rentre du texte et ça génère du texte. OK? Application, bah, ça sert à générer des articles, traductions, etc. etc. D'accord? Ensuite, pour les images les plus connues, Midjourney, OK? DALL-E, bien joué, OpenAI. Voilà, vous pouvez y aller, gérer la régie. Midjourney, puis Stable Diffusion, il est pas mal. Donc l'application, bien sûr, crée des visuels, art numérique, publicité, etc. OK? Il y a, j'ai dit, pour la vidéo. Hein? Ouais, j'ai entendu. Comment? Solo? Solo, je ne connais pas, je connais Sora. Sora. Ça c'est la version... T'as de la chance, je ne connais pas ton pays. T'as de la chance, je ne connais pas ton pays. Sora, ouais. Du coup, Sora, vous connaissez Sora? C'est une IA, donc c'est toujours le même concept. On rentre un texte. Donc, un texte qui génère du texte, en soi, c'est quand même incroyable. Hein. Bon, il n'y a pas le wow effect. Mais quand vous rentrez, salut, parce que oui, les IA génératives, et c'est démontré, hein, aiment bien qu'on soit poli avec eux, mais je ne rigole pas, hein, qu'on les vous voit, et plus tu promptes, on va y venir, correctement, et le résultat il est mieux optimisé. Mais imaginez-vous, tu rentres un texte, j'aimerais une vidéo de, je ne sais pas, au hasard, de Madame la secrétaire générale qui arrive en Ferrari devant le truc, et qui sort, et qui... Elle m'a dit, c'est vrai en plus. Là, c'est vrai? Non, je rigole. Non, mais... Et l'IA générative va aller chercher... Ah, vous aimeriez bien? Non, mais elle va aller chercher qui est Madame la secrétaire générale de l'OIE, et elle va mettre en comment dirais-je, en action le texte, quoi. C'est quand même assez incroyable, hein. D'accord? Voilà, donc il y a Synthesia aussi, Sora, je ne l'ai pas mis, etc. Et ensuite, donc, création de films, deepfake, bien sûr, etc. Et le son et musique, il y en a un qui s'appelle Jukebox, vous verrez. On passe à la suite? Oui. Je vous en prie. L'IA économique, depuis 2021, la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques, ouais. qui vient par exemple donc, ouais. de cette année, donc en contrôles fiscaux, récupérer 20 milliards d'euros. Et on espère d'ici les prochaines années jusqu'à 40 milliards d'euros. Donc en fait, vous avez l'IA propre au ministère de l'économie qui va éplucher absolument toutes vos données impôts. Et c'est une bonne nouvelle, ça, ou pas? C'est une bonne nouvelle, en tout cas pour les fonds, enfin les fonds publics, on va dire. Tout à fait d'accord. Sinon, dans le même modèle, alors vous avez aussi l'e-amendement. Donc l'e-amendement, ouais. Une IA, donc, en fait, pour les amendements à l'Assemblée nationale. Toi, tu bosses où?
Moi, je suis partout. Non, mais sérieux, c'est juste pour resituer. Je suis jeune ambassadeur francophone France-Canada, mais aussi trésorier de l'association des anciens élèves de l'Académie diplomatique d'été. Ah ouais, super. Tout ce qui est formation des futurs diplomates. D'accord. Et en parallèle, je vais à des événements, par exemple au Conseil franco-britannique, ou là, ici, à l'OIF. D'accord. Et du coup, là, tu nous donnes des applications sur l'optimisation, c'est ça En fait, le ministère de l'économie a créé en 2021 son IA propre. Super. Privé ou privatisé. Voilà, ça explique comment ça fonctionne, ouais. Et donc, en fait, il nous expliquait avec Laboria, en fait, on avait c'était organisé le premier événement labellisé donc, du sommet de l'IA avec le Conseil franco-britannique. On avait des experts britanniques et français donc, qui nous expliquaient qu'ils avaient chacun leur IA aux finances publiques françaises, mais également aux finances publiques britanniques, pour tout ce qui est contrôle fiscaux et tout. On voit, et ça c'est quelque chose qu'on n'imagine pas forcément, et pourtant bien sûr, ouais. Ça leur est utile. En même temps, c'est que des données textuelles. Donc effectivement, textuelles avec des chiffres et tout, donc je vois très bien le type d'utilisation. Merci. Ton voilà prénom pour un petit peu ouvrir. Ouais. Ton prénom? Antoine. Merci Antoine. On peut applaudir Antoine. Alors, la question centrale des IA génératives, c'est le prompt. Est-ce que vous avez déjà entendu ce mot-là, prompt? Ouais. Alors, on en fait tout un pataquès, c'est la définition, elle est très très simple. Hein. Qui peut me définir ce que c'est un prompt d'ailleurs? C'est quoi un prompt? Ouais, qui a parlé? C'est la demande qu'on fait à l'IA. C'est une demande. Quand on écrit sur ChatGPT, je veux ci, je veux ça, je prompte. D'accord? Mais il y a une petite technicité, pas au sens technique du terme, mais il y a des petits tuyaux à savoir, et d'ailleurs, je vais vous demander après de sortir vos téléphones. Donc un prompt, c'est une instruction écrite ou une question que l'on donne à une intelligence artificielle générative, comme ChatGPT, pour obtenir une réponse spécifique. Et vous voyez, pour obtenir une réponse, j'ai pas vu ça, spécifique. Donc, plus on veut spécifier les choses, plus il faut bien prompter. Sinon, c'est trop généraliste. Il est là un peu le secret. OK. Importance d'un prompt. Un prompt vague ou mal formulé donne des réponses génériques ou incorrectes. Incorrectes, ça arrive aussi. C'est que des statistiques derrière, en fait, il n'y a que des maths. Donc, c'est des probabilités que la réponse, elle est bonne. Donc, bien sûr, elle peut se tromper. Un prompt précis et détaillé améliore la pertinence et la qualité de la réponse, OK. Et il est souvent nécessaire d'affiner le prompt par itération. La grande différence avec Google, c'est que Google, c'est un prompt, une demande, une réponse. Mais tu peux pas, en fait, il n'enregistre pas ta réponse et rebondit dessus. Ce qui est incroyable avec l'IA générative, c'est que, un peu comme dans les compétences cognitives humaines, quand je te parle, tu enregistres ce que je te dis, normalement. Tu vois, et puis tu rebondis, et ensemble, dans une discussion, on va créer comme ça de la valeur, et puis... donc c'est ce que j'ai compris à part sur CNews. Apparemment, ce n'est pas les mêmes trucs. Et du coup, on va créer de la valeur, et puis on va construire. L'IA générative, vous l'avez compris, c'est pareil. Ça peut paraître anodin, mais certains ne comprenaient pas, ils ils rouvraient à chaque fois un canal de discussion. Et ils disaient, ouais, mais ça ne marche pas, à chaque fois il me sort une... Oui, mais c'est normal, parce qu'il faut itérer. Cas pratique du prompt, OK. Je vais vous demander de sortir vos téléphones, là, d'accord? Allez sur ChatGPT, il est en ligne pour ceux qui ne l'ont pas installé. Et imaginez-vous, un cas pratique, c'est que rédiger une collecte de fonds pour un événement sportif. J'ai pris un truc un peu général, d'accord? Donc imaginez-vous, voilà, on veut rédiger une collecte de fonds pour un événement sportif. Je vais vous demander tout simplement de taper bêtement la demande. Je veux collecter des fonds pour un événement sportif. D'accord? Et j'ai besoin là d'un rapporteur ou d'une rapportrice qui va nous dire, là, on va faire 3-4 manipulations ensemble, et qui va nous dire ce qu'il y a. C'est toi la rapportrice du coup? Ouais, vas-y. Le micro. Donc, tu as tapé comme ça sur quoi? Sur ChatGPT ou sur autre chose? Ouais, ChatGPT. Alors du coup, j'ai écrit je veux collecter des fonds pour un événement sportif. Okay. Il m'a répondu bonne idée. Pour bien organiser ta collecte de fonds, voici quelques étapes essentielles. 1. Définir tes objectifs. Je lis tout. Oh non, c'était juste. Okay. En fait, là, ce qu'on voit. Garde le micro, tu es ma rapportrice, on a dit. Là, le problème qu'on voit, c'est quoi? C'est quoi?
C'est trop vague. Les événements sportifs, quel sport, combien tu recherches, etc. Donc on va accélérer un peu la régie. Donc 2, 3, 4, 5, préciser le contexte, la cible, le montant. Voilà. Donc essayez de faire ça, de ce petit exercice-là. Donc choisissez un sport, le contexte c'est le sport, la cible, vous vous connectez auprès de qui, précisez le montant, et là vous allez voir que quand j'ai le temps, j'ai un plus gros atelier, je prends vraiment le temps de faire étape par étape, de relire les réponses, et on voit que l'itération, elle fonctionne bien finalement. Et surtout quand on le fait avec des plus jeunes, ils ne prennent pas le réflexe de contextualiser. Ah oui, c'est vrai, c'est le foot. Mais foot, oui, mais tu veux faire ça pour qui? Pour une entreprise. Combien tu recherches, etc., etc. Donc là, faites-le en une fois, et puis regardez, vous allez voir que quand même, ce que je dis toujours, l'IA, en vérité, c'est même pas vrai. L'IA ne remplacera pas les humains. Ça, c'est faux. Bien sûr que l'IA va remplacer des métiers. Comme ça, on met les pieds dans le plat, on en reparlera après. Par contre, ce qui est vrai, c'est que si l'IA ne te remplacera pas, c'est quelqu'un qui va maîtriser l'IA qui te remplacera. Et du coup, l'IA s'avère un sacré assistant. Donc, vous avez vu, d'accord? Cas pratique du prompt. Il revient en arrière, là, ouais, si on peut accélérer. Oui, voilà, oui, ok. Donc, ça, c'était moi ce que j'avais enregistré. Cas pratique. Rédiger une collecte de fonds pour un événement sportif. Donc, si tu marques que ça, rédige une collecte de fonds pour, voilà. Là, il t'invente il prend le parti pris de te mettre football universitaire. Il t'invente 50 000 €. D'accord? Là, c'est lui qui a, vous avez bien vu, je n'ai pas contextualisé, il te donne ça. Et là, toi, ça te fait penser, ah oui, mais ce n'est pas pour le foot que je veux ça. Je veux faire ça pour le football américain, vous avez un sport au Canada un peu chelou, là, où tu frottes par terre. Là. Comment ça s'appelle ça? Non, le curling. Ils font du... Ok, et si tu contextualises plus, rédige une... Oui, si tu contextualises plus, il te met le contenu, il te met le prix, etc. Et si tu contextualises plus... Attends, j'ai besoin de mettre en avant les avantages... Voilà, regarde, ici, là. Ça va plaire à... Mets en avant les avantages fiscaux, la visibilité médiatique, adopte un ton formel et engageant. Regardez, vous pouvez même le challenger sur le ton, un ton formel et engageant. Et quand tu rentres ce prompt-là, vous voyez, là, on a 3 prompts. Quand tu rentres ce prompt-là, là effectivement, tu as la lettre à envoyer aux amis de... Oui. J'ai juste une question. Ouais. Est-ce que, en fonction de... Le micro. Est-ce qu'en fonction de si on a la version payante ou pas, oui. C'est différent les réponses? Ouais. Qui peut répondre à ça? Est-ce que si on a la version payante ou pas, forcément c'est différent, mais c'est quoi qui diffère? Non, elle dit en fait, si on rentre le prompt dans ChatGPT gratuit, c'est quoi qui diffère avec la version payante? Alors, les fonctionnalités et... Alors déjà, avec la version gratuite, vous donnez tout ce que vous donnez tout ce que vous donnez est gardé par l'IA. L'IA s'en nourrit, tandis que vous avez l'option justement pour que l'IA ne s'en nourrisse pas et garder vos données en fait pour vous, en espérant que ce soit bien le cas. Ouais. Voilà. Mais surtout aussi, c'est pas les mêmes technos derrière. C'est les versions. La version payante, là on en est à... Hein? Non, mais je parle des versions technologiques derrière. Là, c'est plus avancé. Oui, il y a une question là? Micro. Mais ça, ce que je trouve vraiment intéressant, encore une fois, avec cette idée de prompting et de base de données, c'est que, par exemple, tout à l'heure, avec la question qu'on a rédigée au tout début, moi, quand j'ai rédigé la même chose, ça me disait vraiment de fournir des clarifications, qu'est-ce que tu veux exactement. Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que moi, généralement, quand l'IA, je l'utilise, c'est souvent pour des travaux de recherche un peu plus juridiques, donc il y a souvent beaucoup de remises en question. Et je pense qu'à ce moment-là, ton IA devient plus adapté à ton style d'écriture, à ton style de demande. Exactement. Donc, c'est sûrement qu'à un moment donné, je vais dire... clarifie-moi ça, donne-moi plus d'informations là-dessus. Exactement. Et souvent, à un moment donné aussi, ils vont juste répondre pour toi, quand ils vont faire des emails, ils vont même mettre ton nom, ton titre. Exactement. Donc, je pense que c'est quelque chose qui s'entraîne aussi. Encore une fois, l'IA se nourrit. Imaginez vraiment, pour modéliser dans vos têtes, c'est comme un stagiaire avec toi, un assistant avec toi, avec quand même des capacités augmentées. Je suis tout à fait d'accord. On passe à la suite. Fiabilité et source. Ok. Est-ce que vous connaissez tous cet outil-là? Surtout si tu me parles de juridique. Il a été cité tout à l'heure,
mais encore une fois, parce qu'on a quelques sachants, mais sinon, en général, ce n'est pas connu. Perplexity. Ce qui est super avec cet outil-là, surtout dans les domaines comme le juridique, les finances, etc., c'est un moteur c'est une IA générative, mais qui donne les sources. Donc pour les travaux universitaires, vous avez les sources. Parce que le problème de la fiabilité, c'est ça. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'hallucination? Hallucination de l'IA. L'IA, elle invente, elle hallucine. Ça arrive. Et tu dis, mais attends, elle me dit n'importe quoi. Après, il faut reprompter, il faut dire non, c'est pas ce que je t'ai demandé, etc. Ce qui est bien avec Perplexity, c'est qu'on va chercher les sources. Les sources, elles sont affichées. Et puis après, ensuite, là, on fait un travail qui, à mon sens, a du sens. Je suis universitaire quand même, voilà, je ne fais pas un copier-coller. Ça me donne des sources, je vais aller vérifier, croiser les informations. CF, l'atelier que vous avez eu avant. D'accord? Je voulais vraiment mettre en avant cet outil-là, Perplexity. Voilà, si on compare à ChatGPT notamment, il n'y a pas les sources. Ensuite, agent IA et automatisation. Qui a déjà, alors, à main levée, qui a déjà entendu parler d'agent IA? Voilà, donc, je ne sais pas, 10% de la salle. Et ce qui est marrant, c'est que si je vous repose la question dans 3 mois, vous allez voir la moitié va lever la main et ça va très très vite. Mais en même temps, ça va vite aussi dans l'adoption. Et c'est ça où c'est une dinguerie. C'est qu'avant, les technos mettaient du temps à arriver sur le terrain. Là, on semble... Et c'est marrant parce qu'il y a de la réticence. Il y a toujours, ouais, mais est-ce que vous ne pensez pas que l'IA, c'est une mauvaise chose et tout ça? Bon, moi, je ne suis pas déjà le garant de l'IA, c'est bien ou pas bien. Ce n'est pas mon affaire. Et moi, je suis une start-up. Moi, je suis là pour mettre de l'éthique dans tout ça à travers les projets que je vous ai présentés. Mais par contre, même ceux qui sont réticents, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas le choix et c'est quand même adopté massivement. Les agents IA. Donc du coup, parmi ceux qui ont levé la main, qui peut me donner des mots-clés, une définition de ce qu'ils ont compris d'agent IA? C'est quoi un agent IA? Oui, le micro s'il vous plaît. C'est là. C'est toi? Oui, bien sûr. C'est une plateforme de clavardage. C'est une plateforme de quoi? Clavardage. C'est clavardage. Oui. Et moi, j'avais honte de dire wesh tout à l'heure. C'est quoi clavardage? Forum de discussion. Ouais. D'accord. Mais là, ça montre ma petite blague, qui n'est pas de la condescendance, bien sûr. Hein. Je blague avec toi. Ça montre le fait de penser que le français, c'est en France. Alors que ce n'est pas vrai. Moi, je suis français, j'ai grandi en France et tout ça. Et moi, je pense que voilà, toutes nos expressions, c'est comme ça qu'il faut dire et tout. Donc, on dit clavardage, ça veut dire discussion. Forme de discussion, vous dites forme de clavardage. Et on dit je clavarde, tu clavardes et tout. Ah, sérieux? Ouais. Hein? Ah, c'est ça? Oui, ok. Ah, d'accord. Ah, je savais pas. Ah, d'accord, c'est... Ok. Donc, qui peut me donner une... Je me suis perdu là avec ça. Non, du coup, une définition d'un agent IA. Il est parti où le micro? Ah, d'accord. Le micro, ouais, ok. S'il vous plaît. Moi, j'ai entendu parler d'agent IA en tant qu'assistant. Ouais. C'est notamment mon ancien maître de stage qui a créé son propre assistant virtuel. Ok. Et il a lancé, j'ai vu ça sur LinkedIn il y a quelques jours. Ouais. Je trouvais ça impressionnant et j'ai entendu parler il y a littéralement une semaine. D'accord. Mais tout à l'heure, j'ai utilisé déjà les mots assistant comme pour ChatGPT. C'est ton assistant, tu le consultes, fais-moi ci, fais-moi ça. C'est quoi la différence alors là? C'est un assistant qui n'est pas humain. Oui, comme ChatGPT. ChatGPT, mais du coup, c'est quoi le gap? C'est vraiment une expertise que cette IA-là va avoir par rapport à ChatGPT qui va être trop générale. Donc là, on va dire ça, c'est mon agent pour telle situation. Alors déjà, effectivement, il y a un agent pour une situation, oui, et surtout, c'est la complexité. C'est la complexité des tâches. Et si vous voulez, pour résumer, ça va venir, IA générative, un prompt, une demande, une requête, une réponse. Fais-moi ça, il le fait. L'agent, il peut en faire plusieurs. Tu as un agent donc, que tu vas créer, entraîner, tu le lances, tu n'as plus besoin de lui redemander. Sa mission, c'est de répondre à tes mails, sans te consulter. Donc, il est capable d'aller dans tes mails, les trier, les trucs, répondre aux prioritaires. C'est un programme pour, si vous voulez, exécuter une suite de tâches.
Donc on est d'accord que c'est une dinguerie ou pas? Non mais vraiment. Ok? Donc un agent IA, c'est un système intelligent qui traite des informations, prend des décisions, et du coup agir pour atteindre un objectif. Ça, encore une fois, c'est pas des blagues, hein, c'est pas de la fiction et tout ça. Ensuite, donc l'IA générative vs agent IA, c'est quoi la différence? L'IA générative, elle est réactive. Donc, elle est réactive, comme son nom l'indique. Elle agit grâce à une action et elle réagit. Elle produit en sorte une réponse à une entrée. S'il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie, on est d'accord. ChatGPT, il ne va pas comme ça commencer à te parler. Si tu ne lui parles pas, il ne parle pas. Sans véritable autonomie, etc. Par contre, l'agent IA, il ne se contente pas de générer une réponse. Il peut prendre des décisions, exécuter des tâches et interagir avec d'autres systèmes. Et interagir avec d'autres systèmes. Tu peux connecter ton agent IA avec autre chose. J'ai montré une vidéo tout à l'heure, après là. Ok? Je crois que ça vient juste. Oui? Qui en décide? C'est l'agent ou L'objectif, c'est l'agent qui en décide ou c'est moi? C'est une bonne question, ça. C'est qui décide de l'objectif? Ben oui, Auria, merci. Ben oui, l'humain, il reste quand même maître des technos. Pour l'instant. L'humain, il reste quand même maître des technos dans le sens où c'est l'humain qui décide quel objectif, etc. Et ensuite, lui, il vient exécuter des tâches. C'est bon? Non, mais puisqu'il prend des décisions... Il prend une décision sur un objectif que nous, on fixe. Quand il prend une décision, il prend une décision de répondre au mail ou pas. Par exemple, si on dit... Est-ce que, par exemple, on peut dire à l'agent IA... à chaque fois que tu vois un mail qui est de type publicitaire sur les chaussures, tu les effaces. C'est super, et ça. il va... Pas sur les chaussures. je traite mes propres addictions. Donc c'est ça. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Et après, ça, c'est le premier prompt. Ça, si tu veux. Mais regarde, ça, c'est intéressant. Ça, c'est la première couche. Tu vas tout de suite penser, bon, ça me spam. Ah tiens, si on poussait plus loin. Les mails de, je sais pas... de candidatures de stagiaires, comme j'en reçois vraiment beaucoup, allez, on les met, on ne va pas les effacer, mais tu les mets dans un dossier, ça va être traité par... Et tu vois, et de fil en aiguille, tu vas affiner, et là, tu auras devant toi que les mails qui t'intéressent, et du coup, tu vas gagner du temps. Ok, la suite. On y est. Là, c'est une petite vidéo d'un formateur, je l'aime bien, et au-delà d'expliquer, il va introduire, ça dure 5-6 minutes, et du coup, il va vous montrer comment il paramètre ça, et de manière très intéressante sur le fait que ce qui est ouf et révolutionnaire, c'est la technicité. Il n'y a plus besoin de technique pour faire des choses incroyables. Avant, c'était un peu, comment dirais-je, la chasse gardée des développeurs, des ingénieurs et tout. Maintenant, c'est très vulgarisé. Avant, pour pouvoir automatiser, il fallait créer des scénarios avec des modules qu'on chaînait ensemble en mode s'il se passe ça, alors tu fais ça, puis ça, puis ça, puis ça, etc. Ça, c'était déjà une révolution. Mais aujourd'hui, l'automatisation est passée à un autre niveau avec les agents IA. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour créer des agents IA qui sont fondamentalement différents des automatisations traditionnelles. Un agent IA, ça discute avec vous, ça permet de se connecter à votre banque, à votre CRM ou encore à votre agenda. Mais surtout, ce qui le différencie, c'est qu'il est totalement autonome. Donc là où on était obligé de définir un petit peu avec des outils comme Make ou Zapier la trajectoire de chacune de nos automatisations, et bien là, un agent IA, lui, il a juste besoin d'un objectif et des outils qu'on lui connecte. Une fois qu'on a fait ça, lui, il va pouvoir être autonome, il va pouvoir être intelligent et faire ses actions, donc en quelque sorte, construire ses automatisations par lui-même. Mais un des gros problèmes avec les agents, même si c'est hyper hype en ce moment et que tout le monde a envie d'avoir son propre agent pour son business parce que tout le monde sait que ça permet de faire gagner un temps de dingue et littéralement d'avoir des équipes à la fois d'humains et d'agents qui collaborent ensemble, le vrai problème, c'est que les gens ne savent pas par où commencer. Et mon objectif, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous ayez votre premier agent IA qui soit live, qu'il ait accès à certains de vos outils et surtout que vous puissiez converser avec lui et vous rendre compte un petit peu de cette révolution qui est en train d'avoir lieu. On va utiliser un outil qui s'appelle N8N, qui n'est pas un outil simple, mais vous allez voir que quand on comprend les basiques, on arrive assez vite à s'en sortir. Et à la fin de cette vidéo, je vais aussi vous partager le template de l'agent IA qu'on va construire ensemble pour que vous puissiez à la fois regarder, manipuler avec moi, mais pour ceux qui veulent aller plus vite, eh bien juste récupérer le template et commencer avec votre premier agent.
Et pour pouvoir au mieux faire ce guide complet, je vous ai préparé un plan qui va commencer avec des démos. Et avec notamment l'exemple de moi, mon agent IA, qui est connecté avec WhatsApp et avec tout un tas de services que je vais vous montrer. Et puis derrière, on va suivre tout ça, donc ce que c'est qu'un agent vs une automatisation, la découverte de N8N. On va voir ce que le Agent Tool dans N8N, les différentes manières d'interagir avec cet agent. Comment est-ce qu'on ajoute des super pouvoirs à nos agents au fur et à mesure. Les sous-agents. Donc comment est-ce que des master agents appellent des sous-agents, et c'est là où on commence à voir les différentes possibilités. Puis ensuite, on va voir les limites, ce qui est possible et pas possible. Et enfin, les pièges à éviter, parce qu'il y en a pas mal. Là, je vous en ai juste listé 5, mais l'idée, ça va être que vous tombiez pas un petit peu dans les travers dans lesquels moi je suis tombé, qui m'ont fait perdre des heures et des heures sur N8N et aussi sur la construction d'agents. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Shubham Sharma. Sur ces quelques dernières années, j'ai formé des milliers de personnes et de boîtes à l'automatisation et de plus en plus à l'IA maintenant. Avant ça, j'étais ingénieur développeur et j'ai bossé pour plusieurs startups et scale-up françaises. Et en fait, maintenant, je passe 100% de mon temps à geeker, diguer tout ce qui est IA et automatisation, et derrière, je le partage dans des conférences et sur YouTube. Et le plus gros sujet de productivité en ce moment, c'est les agents IA. Donc c'est parti, je vous montre les différentes démos. Donc je vais partager l'écran de mon téléphone et vous allez pouvoir voir un petit peu ce qu'on peut faire. Et juste avant de vous montrer un petit peu comment tout ça est construit, j'aimerais vous montrer un peu ce à quoi a accès mon agent IA. Donc ça, c'est mon agent IA, il a accès à mon Stripe, à Conto, à mon WhatsApp, à Google Agenda, Notion, à des recherches Google et mon Gmail. Aujourd'hui, ça, c'est les différentes fonctionnalités que j'ai données à mon agent IA. Qu'est-ce que ça donne dans la réalité? Donc là, je vais aller sur N8N et en fait, sur N8N, ça donne ça. Alors, faut pas avoir peur. Ça, c'est toute la partie interaction avec WhatsApp. Ça, c'est toute la partie réponse avec WhatsApp. Et ça, c'est tous les sous-agents que j'ai. Donc, j'ai un sous-agent banque, un sous-agent Thrivecart, un sous-agent email, calendrier, Notion, Google Agenda, Google Contact. On va pas encore voir la notion de sous-agent, mais en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais là le désactiver et je vais volontairement, lancer ça en fait ici, pour que vous voyez un petit peu ce qui se passe. Donc là, je vais aller sur mon téléphone pour que vous voyez un petit peu ce qui se passe. Donc là, je suis sur WhatsApp. Si je dis bonjour à mon agent, vous allez voir ce qui va se passer sur ici. Donc il y a l'entrée de WhatsApp qui est arrivée. Il est bien arrivé dans mon agent. Et puis derrière, ça a discuté avec ChatGPT et ça m'a dit « Bonjour, comment est-ce que je peux vous aider aujourd'hui ?» Et là, je vais lui poser la question « Est-ce que j'ai reçu des virements entrants cette semaine ?» Donc théoriquement, j'envoie ça. Ici, vous allez voir que ça se lance. Ça va aller voir mon sous-agent qui est mon agent Conto, que je vous montrerai tout à l'heure. Une fois qu'il va aller récupérer Conto, c'est une banque. les informations du sous-agent Conto, eh bien, il va les remonter et me les montrer sur mon WhatsApp. Et vous allez voir que la dernière chose qui va se passer, c'est l'envoi du message WhatsApp ici. Donc là, il rediscute avec le modèle IA. Et là, il m'envoie les virements que j'ai reçus. Donc, il me dit que j'ai reçu 3 virements. Le nombre de virements totaux, etc. cette semaine. Et du coup, là, par exemple, je peux me dire, tiens, j'ai pas reçu le virement d'un de mes contacts qui s'appelle Nicolas. Donc, je vais cette fois-ci envoyer un message vocal en disant, est-ce que tu peux aller regarder dans mes contacts, il y a quelqu'un qui s'appelle Nicolas Delacroix et j'aimerais lui faire une relance en lui disant que j'ai toujours pas reçu son virement et est-ce que c'est une erreur de ma part ou est-ce que le virement a toujours pas été fait? Donc là, cette fois-ci, qu'est-ce qui va se passer? Il reçoit bien l'information. Ça passe cette fois-ci dans cette branche-là parce que c'est un message audio. Il va aller chercher dans Google Contact mon contact en question. A priori, il l'a trouvé et il va derrière me valider ça. Il me dit, j'ai trouvé des informations sur votre contact. Voici, le message à envoyer, c'est suivant. Est-ce que vous voulez que je l'envoie ou est-ce qu'il y a des modifications à apporter? Donc là, il m'a rédigé le message. Donc, on y est bien. Non, mais vous avez vu la différence entre l'IA générative, une demande, une réponse, et les agents, il va faire une succession de tâches. Moi, j'ai une start-up. On a bien sûr, à la fin, on envoie des devis. On voit qui nous paye, qui ne nous paye pas. On le fait à la mano. C'est déjà arrivé, mon assistante, Basgour, elle est dans d'autres tâches. Elle est multitâche. Elle a oublié de relancer un tel. Elle fait... l'idée, c'est ça. En tout cas, notre conception à nous, c'est d'augmenter mon assistante avec des outils comme ça qu'elle va prendre en main facilement. C'est pas trop dur. Finalement, à la fin, c'est des cercles et des... il n'y a pas...
La technicité, elle est quand même cachée. Donc il faut aussi se rendre compte que c'est accessible. Et donc voilà, c'était vraiment pour vous montrer. Alors, pourquoi ce qui se passe, c'est une dinguerie? Je vais vous le mettre plutôt sur une frise temporelle. On va un peu accélérer. En fait, ce qui nous disait Grégory Renard, c'est un Français qui est installé à la Silicon Valley depuis 20 ans. C'est un des pointures, un des top 10 mondial de l'IA avec Yves Lequin. Vous connaissez Yves Lequin? Le CTO de Meta. C'est le boss de la data de l'IA de chez Meta, de chez Facebook. C'est un Français. Au passage, les Français, c'est parmi les meilleurs, c'est le top 3 au monde sur l'IA. Pourquoi? Parce qu'en France, on est très fort en maths. On a des très bonnes universités qui forment en maths. Et l'IA, pour être fort en IA, il faut être fort en maths. Ça, c'est une parenthèse. Et du coup, donc, en fait, ce que je veux vous démontrer par là, si on peut tout afficher, la régie, c'est la temporalité. C'est qu'avant, les technos, elles avaient, même si Google n'est pas mort en 2010, mais ça commence dans les années 90, ça prend 20 ans pour que ce soit vraiment bien utilisé. Comment dirais-je, les moteurs de recherche, avec Google qui est né en 98, je crois. Mais avant Google, il y avait d'autres moteurs de recherche, et c'est vraiment utilisé des années 2000 jusqu'à 2010. Si on prend l'IA traditionnelle, c'est ce qu'on expliquait dans les entreprises depuis à peu près 2010. Voilà. Mais là, l'IA générative, vous avez vu, ChatGPT, 6 mois après, quand je faisais des conférences et des ateliers, il y en avait 4-5 qui avaient utilisé, après 10, après. Et là, c'est la salle entière qui a utilisé ChatGPT. Et là, le truc, en fait, qui est ouf, c'est que l'IA générative est venue bousculer le monde, hein, c'est venu un peu révolutionner avec des investissements massifs. On n'a même pas encore bien intégré l'IA générative, que les agents IA, c'est là 2025, c'est les agents IA. Et Grégory Renard, il disait, mais en fait, ce qu'on a vu là depuis 3 ans dans l'IA, ça c'était vraiment la face visible, la partie visible de l'iceberg. Avec les agents IA, vous avez vu de vos propres yeux, ça va s'accélérer, etc. Ensuite, impact et défis. Donc voilà. Donc il y a du positif et du négatif, bien entendu. Positivement, on va accélérer les tâches. Et c'est là où il faut se dire, là je fais un petit pas de côté, effectivement la position de l'humain elle est importante. Elle n'est pas importante dans qui fait quoi, dans la conscience, dans l'éthique, dans comment je vais adopter, quelle est ma philosophie. En fait, on va se questionner sur tout ce qui est RSE, l'impact sociétal, l'impact écologique bien sûr, mais comment je vais utiliser ça dans mon entreprise. Alors, est-ce que je suis un entrepreneur avec tout le capitalisme qui existe, je veux vraiment juste faire du chiffre et du coup, si comment dirais-je, on vire la moitié de l'équipe, c'est pas grave. Non, c'est pas comme ça, en tout cas que nous on voit les choses. Et je pense qu'il faut après effectivement ouvrir le débat et conscientiser sur cet aspect-là, qui pour moi est fondamental. Ouais, c'est bien toi. Parce que voilà, moi par exemple, ma vision, c'est que mon assistante, qui devait avant assister aux réunions pour faire des comptes rendus, c'est quand même pas une tâche hyper gratifiante et de forte valeur ajoutée. Elle sait faire beaucoup de choses, mon assistante. Et franchement, des fois, elle assistait à des trucs où elle comprenait que la moitié, puis elle devait se concentrer pour nous. Mais maintenant, tu as une IA qui s'appelle Firefly, tu la plugs à ta visio, et elle te retranscrit, mais de manière très très bien, tu vois. Et mon assistante, elle peut faire autre chose. Voilà. Oui, la question. Je n'ai pas l'impression que le micro marche. Non, il ne fonctionne pas. Le bouton. C'est bon. Ok, très bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je m'appelle Axel Omba, je me présente à nouveau. Je me suis présenté lors de l'atelier précédent. Je travaille à la direction des affaires politiques et de la gouvernance démocratique. J'ai envie de dire que si je vous avais connu quand j'étais plus jeune, comme mes collègues ici présents, j'aurais voulu faire les mathématiques, les sciences appliquées, l'informatique. Et j'en profite pour saluer votre brillante présentation. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Et peut-être que si jamais vous cherchez du travail, cherchez du côté du stand-up aussi. Hein. Vous avez le potentiel pour faire ça. Plus sérieusement, ma question concerne la protection des données personnelles. Parce que vous avez pris un exemple tout à l'heure. On voit sur diverses plateformes des choses qui peuvent être dévoyées de leur contexte originel. Quelqu'un qui arriverait en Lamborghini ou en Ferrari, comme vous avez dit par exemple. Et donc, oui, est-ce que les méta, les gens qui créent ces IA génératives-là ont un accès illimité à nos données personnelles et surtout,
quand on crée des comptes ChatGPT, Perplexity AI, etc., voilà, on renseigne des informations. Qu'est-ce qu'ils en font? Ça, c'est la première chose. Et surtout, maintenant, ce que vous avez appelé agent AI, ça m'effraie. Okay. Sincèrement, ça m'effraie. Parce que je me dis, c'est des potentialités énormes en termes d'assistance, effectivement. C'est-à-dire, si on veut s'appuyer dessus, mais en termes de perspective aussi, c'est effrayant. Vous avez dit que ces IA génératives ne pouvaient pas remplacer l'humain, mais j'ai des craintes. Je vous parle de manière extrêmement ouverte. Hein. Et je me dis, rien n'empêcherait l'IA, allez, je grossis le trait, dans une sorte de scénario absolu, de remplacer l'humain en s'affranchissant de la ligne de conduite ou du code qui lui a été donné. Il y a des films là-dessus, donc il y a un code, etc. Il décide par lui-même ou parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a accès à des données, etc., qui décide de s'affranchir de ces codes-là et donc de s'autonomiser vis-à-vis des tâches qui lui ont été données. Okay. Comment on fait? Très bonne question. Donc il y a plusieurs questions. La première, c'est la question de la donnée. Bien entendu que quand vous mettez vos données comme ça ouvertes sur un truc en ligne, elles sont aspirées, elles sont revendues, elles vont être revendues à des ministères dans la sécurité pour contrôler qui est clean ou pas. Ça, c'est évident. La solution à ça, c'est très simple en plus. C'est que la plupart de ces outils-là, ils sont en open source. Donc tous les travaux qu'ils ont mis, c'est comme ça que DeepSeek, parce qu'il y a la marketing où on dit oh, les Chinois, ils ont développé un outil à 10 millions, les Américains à 100 milliards. Ouais, mais les Chinois, ils ont pris l'open source, le code, et les travaux existants. Et c'est... Voilà quoi. Je ne veux pas dire qu'il n'y a rien d'extraordinaire, c'est quand même assez extraordinaire. Mais pour ceux qui ont suivi, vous avez suivi l'IA DeepSeek? Vous avez tout suivi. Bon. Du coup, la solution, c'est quoi? Nous, actuellement, avec SKA Consulting, on travaille avec... en tout cas, on échange avec l'ordre des comptables et l'ordre des avocats qui ont, eux, un rapport à la donnée très sensible. D'accord? La solution, elle est simple. Tu prends le code API, donc tu fais en fait un chat GPT, un peu ce qu'ils ont fait là au ministère de l'économie. Tu prends des data centers locaux, d'accord? Et en fait, tu vas tout héberger en local et pas en ligne. Maintenant, il faut un peu de budget, un peu de technicité, etc. Et je pense que de plus en plus, les entreprises vont migrer vers ça. Là, on a juste 2-3 ans et ensuite, on va conscientiser que c'est chaud, qu'effectivement, on va mesurer l'impact de la techno. Et en fait, je pense que les entreprises, de plus en plus, tu verras que dans les entreprises, il y aura des serveurs locaux, tu as des serveurs, c'est déjà un peu le cas, mais avec plus de puissance de calcul. Ensuite, avoir peur, franchement, c'est un peu mon but aujourd'hui. Un peu de vous faire peur, pas de vous faire peur, c'est un grand mot, mais de bien se rappeler de mon intervention. C'est pour ça que je fais des blagues et tout, c'est tout. Hein, non, mais vraiment de se rappeler, parce que on a toujours été précurseurs avec mon frère. Nous, en 2015, quand on fait coder des gamins, on est après auditionné par le ministère de l'Éducation, on leur dit qu'il faut vraiment que ça soit mis en application. 2017, ça rentre dans les programmes scolaires. On fait de l'IA, nous, en 2018-2019, quand je m'aperçois, tu sais, j'ai une grande bouche, tu as remarqué, pour ne pas dire grande gueule, tu vois. Et du coup, tout de suite, les mecs des entreprises m'ont dit dis-le à personne. Je dis non, je veux dire à tout le monde. Faites de l'IA, c'est important. Non, mais je suis très sérieux. C'est-à-dire que l'idée, c'est de conscientiser, de dire, c'est pas des blagues. Il va avoir des comment dirais-je, des changements. C'est un game changer. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce soit débattu publiquement, que chacun ait en fait son avis. Et le problème de ça, c'est que quand c'est un entre-soi, et ben en fait, notre plus grand ennemi, c'est pas ChatGPT, c'est l'ignorance, c'est ne pas connaître. Et c'est dommage parce qu'avec la multitude d'accès à la connaissance, je vous jure, ce week-end, si vous avez le temps, le week-end d'après, quand vous voulez, vous faites 1 heure de vidéo sur YouTube, vous tapez agent IA, vous chopez la bonne vidéo, je vous jure qu'en 1 heure, vous devenez expert de ce que c'est un agent IA. C'est ça qui est magnifique. C'est que maintenant, la connaissance, elle est là. C'est pas dur, c'est pas technique. Tu ne dois pas apprendre à coder maintenant pour faire un agent. Avant, tu devais te former à Python, tu devais... C'est super. Nous, là, on lance un programme éducatif qui s'appelle Creta Startup avec l'IA pour les ados. Avant, on était obligé de les former à Photoshop pour faire un logo. Parce que Startup, tu as un logo. On devait les former à du montage vidéo pour qu'ils aient leur vidéo de... Maintenant, ils vont tout faire avec l'IA générative.
Donc, tu vois, donc vraiment, le conseil, il peut paraître bateau, mais il n'est pas anodin. Et ça viendra à la fin. Formez-vous. Et former, c'est un grand mot. Acculturez-vous, baignez, voilà, allez chercher l'information. Et pour répondre à la question des données sensibles, il faut mettre en local. Demain, un gouvernement d'un pays, il faut qu'il y ait une politique d'investissement en infrastructure pour qu'il puisse maîtriser ces données et se dire ça, je l'héberge, ça, j'ai pas trop besoin, je peux le faire en ligne, etc. Voilà, donc les impacts positifs, on peut dérouler. Juste termine ça là, vite fait, et après, parce que moi aussi j'ai un quiz. Donc oui, donc effectivement, on gagne en productivité, l'innovation, ça crée des nouveaux produits, accès à l'information, c'est ce que je disais là. Par contre, éthique et biais, j'ai mis ça en premier. Risque de discrimination dans les modèles. Ça, c'est... si nous, on n'est pas acteurs, donc nous, oui, les Norvégiens, les Suédois, mais si toutes les parties prenantes, et là, je parle peut-être à la francophonie africaine, par exemple, si nous, on n'est pas acteurs de ce changement, et voilà. Moi, je trouve super que la France a mis en place ce Mistral. Tu vois ? Et ce qui est bien, en fait, ce que j'essaie de conscientiser même les gouvernements, je leur dis, vous n'avez pas 500 millions pour faire comme Mistral, mais on a 20 millions. Les Chinois l'ont démontré avec 10 millions. En Afrique, même dans notre pays, moi je suis d'origine algérienne, finalement, en fait, je viens de me rappeler. Non mais, attends, je vais faire un test. 1, 2, 3. Ah, c'est bon, vous connaissez, alors. Non mais voilà quoi, les pays, ils ont bien 10 millions voilà, pour faire des modèles en local. Donc, risque de discrimination et de biais, parce qu'il faut que tout le monde soit acteur de ce changement pour dire, non, en fait, vous mettez 10 hommes autour d'une table, s'intéresser sur la question, je ne sais pas, je suis désolé, c'est quoi c'est pas la maladie chronique, vous savez, regardez, je ne sais même pas le prononcer, mais je blague pas, même malgré le fait que je suis bien entendu pour la cause, je ne sais même pas comment le dire, la cause pour les femmes ou je ne sais pas quoi, mais tu mets 10 hommes autour d'une table, moi je ne suis pas légitime et je vais oublier, même avec la bonne intention, je vais pas être... Et c'est ce qui se passe maintenant. On a des personnes dans un entre-soi qui vont acter, faire des choses, créer des outils pour d'autres, on va dire, communautés. Automatisation de l'emploi, etc. Est-ce qu'on peut passer à la suite ? Je déroule parce qu'il me reste quelques minutes. Le deepfake, finalement, je ne vais pas y venir parce que ma collègue d'avant, elle l'a bien traité. Donc, je vais vous montrer un outil qui s'appelle DeepSWAT. Et moi, dans tout ça, c'est ce que j'ai dit un peu avant, on va y aller un peu vite, comme ça on fait le quiz. Apprendre à utiliser l'IA, se former sur des outils comme voilà, d'accord, Copilot de Microsoft. Comprendre, j'irai un peu plus loin, c'est que quand même comprendre derrière ce qu'il y a l'IA sur les fondamentaux du machine learning. C'est un peu ces mots-là, parce que derrière les IA génératives, tu as quand même l'IA traditionnelle qui, elle, il y a des sous-catégories, deep learning, machine learning. Aidez-vous de ChatGPT, mais essayez de vous familiariser avec ces types de mots et de concepts. Développer une pensée critique, très important. Apprendre à vérifier les informations générées par l'IA, Perplexity, l'atelier d'avant, voilà. Développer une approche éthique et responsable. Ça, j'ai fait un atelier, et puis il y a eu comme ça une dame qui m'a dit « Oui, mais vous savez, l'humain dans tout ça et tout. » Je lui ai dit « Écoute, j'ai grandi avec 6 frères et sœurs, on était 4 dans la chambre. Quand je fais des projets, c'est que des projets à toujours impact social. Ça fait 10 piges que je suis entrepreneur et qu'on paye tout le monde avant de se payer nous-mêmes. Donc le truc de l'éthique, l'humain et tout, ça fait... J'ai grandi dans des valeurs où tu as un bout de pain, tu le partages en 8 pour que tout le monde mange. Donc ton truc d'éthique et tout, c'est pas à moi qu'il faut le faire. Moi, je suis là, je ne suis pas décideur. Moi, je suis là, je conscientise et je fais conscientiser. Et je vous le dis que vous le vouliez ou non, l'IA est là et elle sera là longtemps et ça va impacter. Donc justement, ça m'intéresse que des belles âmes comme vous, comme nous, on prenne ces sujets à bras-le-corps pour être décisionnaires et influer. C'est ça qui m'intéresse, moi. Parce que la question de l'éthique, bien sûr qu'elle est là. Intégrer l'IA dans des projets personnels, voilà. Et en fait, au-delà de se former et compagnie, faites-le. Dès la semaine prochaine, dans un mois, quand vous avez le temps, mettez un agent en place, un agent basique. Donc voilà, c'est des choses faciles à faire, se former en continu. Et du coup, je crois qu'on arrive à la fin là. Et moi, ce qui m'intéresse, en conclusion, ce qui m'intéresse, c'est de lancer le quiz, parce que là, il y a Moussa qui va faire un AVC après. Putain, il me fait des trucs comme ça. Du coup, ce que je vous propose,
c'est que vous sortez tous vos téléphones, et on va faire un caout. Vous connaissez caout? J'ai prononcé en français, ouais. Un caout. On va faire un caout. Louise, eh ben, vous allez sortir votre téléphone et vous allez suivre les instructions. Donc, la régie, s'il vous plaît, vous lancez le caout. Il y a un code qui va s'afficher. C'est un concours, en fait. C'est un quiz, mais en mode concours. Il y aura trois gagnants à ce concours-là. Le premier, je l'amène dans la Silicon Valley. Le deuxième, je l'amène au Rwanda. Troisième, je l'amène dans la cité. Attrape. Donc, il y a un QR code. Ah, ouais, pas mal, ouais. Scannez le QR code, ou je crois qu'il y a aussi l'option... Ça marche ça avec le QR code ou pas? Ouais. Ouais, le code. Est-ce que vous pouvez montrer le truc avec le code? Non. Vous allez sur kahoot.it. Excusez-moi. Allez sur kahoot.it. Vous allez sur Google, kahoot.it, et ils vont vous demander un code. C'est vrai ou pas? C'est un petit quiz. Ah, donc toi, tu y es. OK. C'est bon? Donc, lance commencer. Voilà. Et là, ici, il y a un code, kahoot.it. Vous mettez le code et vous rentrez votre pseudo. Voilà. En attente de joueurs. Rentrez vos pseudos, ça va s'afficher. Pseudo ou votre prénom. TGH. C'est qui TGH? Ouais. Lily, voilà. Manon, tout ça, voilà, c'est bon. Ça commence à rentrer. Allez, vous le faites tous. C'est des petites questions là par rapport à ce qu'on vient de faire. Quand tu fais ça à trappe et tout, t'as des pseudos de malades. Il y a du monde, hein. Ah, là-bas, au fond, ils ont entendu Silicon Valley. T'as même le caméraman, il a sorti son téléphone. Allez, c'est bon? Allez, dépêchez-vous. Mirfat, Ducos, Charlotte, Robespierre. Ce qui est marrant, c'est que c'est possible que ce soit le prénom de quelqu'un. J'ai vu qu'il y avait des Congolais, tout ça et tout. C'est possible qu'il y ait un mec qui s'appelle Robespierre. Hein? C'est vrai ou pas? Ouais. Inès. C'est qui Inès? Inès, d'accord. Anne-Maria. Zout 32, SD. C'est bon? C'est bon? Est-ce que vous êtes prêts? Oui. J'ai rien entendu, vous êtes prêts? Oui. Ok. Si vous êtes prêts, on va commencer. Oui. C'est bien. Allez, c'est parti, on commence. Donc il y a 5 minutes. Alors, il y a des questions qui vont s'afficher. Vous êtes jugé sur la bonne réponse et la rapidité. Bonne réponse, rapidité. Sondage. Ça, c'est un sondage, c'est pas une question. C'est pas. Connaissez-vous combien d'IA connaissez-vous? Ça, c'est un sondage. Hein, c'est pas. Vous n'êtes pas noté là-dessus. Une, quelques-unes, beaucoup. Voilà, vous répondez et puis après, voilà. Et quand le dernier a répondu, ça affiche. Donc vous êtes 34 à dire quelques-unes. 15 beaucoup, 7 une seule et voilà. Ok. Là, ça commence pour de vrai. Suivant, en haut à droite. Donc, des bonnes réponses et rapides. Et il n'y a qu'une seule réponse. L'IA est-elle une science? Vrai ou faux? L'IA, c'est une science? 52, 55. Ah, on est plus de 50 ici. Ah ouais. L'IA, c'est une science. L'IA, c'est... Suivant. Et donc, oui, à chaque fois, regardez, à chaque fois, il va afficher les 5 meilleurs résultats. Donc, Nicolas, c'est qui Nicolas? Nicolas, il est premier pour l'instant. OK. Mais c'est que le début. La suite. Quel est le but de l'IA? Automatiser des tâches simples, remplacer les humains, analyser les domaines uniquement, créer des systèmes intelligents.
Donc le but de l'IA, c'est bien sûr créer des systèmes intelligents. Automatiser des tâches simples, ça pouvait être bon, mais ils vont prioriser la meilleure réponse. Passez suivant, on va regarder le classement. Parce que Nicolas, Nicolas il a jarté. C'est fini. C'est qui Elisabeth? Elisabeth? Ah ouais, Elisabeth, elle a dit. Bon, ok. Suivant. Qui a créé ChatGPT? Microsoft, Google, IBM, OpenAI. Il y a des questions, c'est un peu cadeau quand même. Il y en a, ils vont se tromper quand même. Il faut que tout le monde réponde, sinon ça, on est obligé d'attendre jusqu'à la fin. Donc du coup, c'est bien OpenAI, certains ont mis IBM, d'autres Google, non. Classement. Elisabeth, elle garde le... Riri, c'est qui? Riri? Non? Ah, c'est toi. D'accord. Pas mal. Auréa, Charlotte, Andy, Matt. Ok, suivant. Vrai ou faux? L'IA générative crée du contenu original. Crée du contenu original. Répondez tous, comme ça on avance un peu plus. Ah oui, elle crée du contenu original. Quand tu demandes de faire un zèbre avec une trompe d'éléphant et tout, c'est quand même original. Suivant. Hein? Oui, mais c'est quand même original dans le sens... Elisabeth, toujours première. Auréa, là... Suivant. Quel est un exemple d'IA générative pour le son? C'est vrai qu'on l'avait... Par élimination. Allez, par élimination. C'est pas dur, par élimination. Ok, donc c'était Jukebox. Et Midjourney, c'est pour les images. Ça n'a pas bougé. Suivant. On va aller un peu plus vite. Pourquoi un bon prompt est-il important? Pour gagner du temps, pour des réponses vagues, éviter les erreurs, pour des réponses précises. Bien sûr, c'était pour des réponses précises. Suivant. Elisabeth, toujours première. Les agents IA prennent-ils des décisions? On a parlé de ça, vrai ou faux? Ok. La régie, tu peux mettre suivant. Passer. Comme ça, on gagne du temps. Ben, bien sûr, ça prend des décisions. Toujours Elisabeth, dis donc. Quel est un défi de l'IA? Biais éthique, création de contenu, automatisation des tâches, gain de productivité. Un défi. On peut passer dès qu'on arrive à 56. Bien sûr, c'était un défi, c'est l'éthique. Elisabeth, elle lâche pas l'affaire. L'IA démocratise-t-elle la connaissance? Vrai ou faux? Quand même. Dès qu'on a... On peut passer... Voilà. Super. Faux. Ils ont dit non. OK. Quel outil aide à la rédaction d'articles? Ah, ça c'est facile ça. La régie, maintenant, on laissera que 10 secondes. Ouais, voilà, c'est bon. Au bout de 10 secondes, on passe comme ça, on gagne du temps. C'était ChatGPT. Le top 3, il lâche pas. Les IA génératives peut-elles créer des vidéos? Oui ou non? On en a parlé de ça.
Quel est un exemple d'IA générative pour les images? Pas dur ça. Suivant. L'IA remplace-t-elle tous les métiers? Ah, c'est pas dur ça. Oui ou non? Non. Suivant. Quel impact positif de l'IA? Discrimination, ouais, super. Gain de productivité, dépendance technologique, remplacement d'emploi. Hop là, bien sûr, productivité. Comment se former à l'IA? Vidéo, discutant avec des amis, suivant des cours en ligne, en lisant des livres. Après, il y a plusieurs possibilités. Hein. On entend la meilleure réponse. Cours en ligne. Hein? Suivant. Vrai ou faux? L'IA peut-elle créer de la musique? C'était vrai ça, ouais. Vas-y, ouais, je vous aide un peu. Ouais, il y en a encore. Du coup, on va découvrir le podium et après je ferai une petite conclusion, vraiment 30 secondes pour vous remercier. Puis, ouais. Les gagnants sont... Non, suivant, mais suivant. Il y a-t-il une révolution technologique? Ouais, je l'avais oublié celle-là. Ouais, tu peux mettre passé. Et après, à la fin, il donne un podium. Donc, troisième. Enrico, on l'applaudit, s'il vous plaît. Charlotte. Et puis, the winner. Deux femmes sur le podium. En conclusion, je tiens à vous remercier sincèrement de votre attention. J'ai passé un très très bon moment. Je m'éclate beaucoup à faire ça. Sur mes largesses, n'y voyez aucun manque de respect, bien entendu. C'est ma façon à moi de vous dire que je vous aime, tout simplement. Merci beaucoup, Madame la Secrétaire Générale. Auria, bien sûr, avec qui j'ai passé une semaine incroyable au Rwanda. Magnifique. Et puis toute l'équipe aussi, Moussa, Skander, je ne sais pas, Iskachou, l'équipe technique. Merci à vous tous. Et puis, au plaisir de se revoir et à bientôt.